Donc, bienvenue à ce Facebook en direct. C'est notre rencontre mensuelle pour parler de sujets qui intéressent les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Et aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Messier, qui est conseillère aux proches aidants à la Société Alzheimer Centre du Québec. Et on va vous parler de comment préserver l'amour quand le couple est touché par un trouble neurocognitif. Si vous avez des questions sur le sujet du jour, n'hésitez pas à les poser par écrit en commentaire et ça nous fera très plaisir d'y répondre. On va suivre les commentaires tout au long de ce Facebook en direct. Donc pour commencer, Catherine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet du jour? Ben oui, certainement. Mais bonjour à tout le monde virtuellement. Bonjour Lorraine, merci de m'avoir invitée. Donc, effectivement, c'est un sujet qu'on trouvait important d'aborder avec la Saint-Valentin qui vient de se passer. Ça fait à peu près 2 semaines. C'est une question que beaucoup de couples se posent, hein. Comment rester amoureux dans un contexte de troubles neurocognitifs. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la maladie d'Alzheimer, mais prenez en note, là, mes conseils, ça va pour tous les troubles neurocognitifs là, qu'on pourrait dire apparentés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement des défis puis des transformations au niveau de la relation de couple que la maladie d'Alzheimer va entraîner. Mais on va parler surtout de stratégie puis de ressources parce que je pense que les proches aidants, c'est ce que vous aimez beaucoup, vraiment des outils concrets. Donc, je pense que je vous apprends rien, hein. Quand on reçoit un diagnostic de trouble neurocognitif, on s'entend, c'est pas seulement la mémoire ou l'autonomie fonctionnelle de la personne qui est affectée. Donc, les changements cognitifs amenés par la dégénérescence cellulaire vont affecter graduellement toute la dynamique relationnelle autour de la personne qui vit avec la maladie. Aujourd'hui, on s'entend, on va se concentrer surtout sur la dynamique de couple. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et un couple, hein, quand on y pense, c'est assez complexe, hein. C'est une relation qui est complexe et qui est très personnelle, surtout une génération là en ce moment qui est touchée un peu plus hein, par le trouble neurocognitif. Les gens 70 ans, 80, on a des gens qui ont été mariés 30, 40, 50 ans. On a des proches aidants ici là, qui ont été mariés 65 ans. C'est complexe tout ça. Donc, c'est une histoire de vie commune, hein. C'est des habitudes de vie qu'on a partagées avec une personne. Plus que ça aussi, c'est sincèrement une complicité puis une réciprocité qui s'est construite avec le temps, avec une personne qu'on a choisie, hein, idéalement. Donc, Catherine, comment la maladie, elle peut impacter le couple et c'est quoi les défis qui peuvent apparaître avec la progression de la maladie? C'est sûr que il est très important de garder en tête hein, que la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, ils vont entraîner des changements assez importants au niveau de la structure du cerveau par son côté dégénératif et évolutif. Donc, on le sait, hein, il y a des cellules qui vont des neurones vont mourir graduellement dans notre cerveau et ça, c'est ça qui va affecter la manière dont la personne qui vit avec le trouble neurocognitif va exprimer ses émotions. Donc, c'est vraiment la dégénérescence cellulaire qui va affecter la manière dont on exprime nos besoins, mais surtout dans cette situation aussi, la façon que ça va affecter la façon que la personne va exprimer ses désirs. Donc, par exemple, on va regarder des exemples ensemble. Il y a des gens qui étaient peut-être par le passé super affectifs, très attentionnés, puis là, soudainement, puis des fois, c'est subtil, là. Les gens, ils vont devenir un peu plus distants, un peu moins démonstratifs. Ils vont comme se montrer désintéressés par l'intimité avec leur conjoint. Puis comme je vous le dis, des fois, c'est subtil. Des fois, c'est vraiment, ça passe inaperçu peut-être pour les enfants et les autres gens dans la famille, mais le conjoint, il ressent ça. Et donc, une personne qui était très affectueuse peut devenir plus froid, plus indifférent. Et s'il y a ce changement-là, gardez en tête que c'est simplement parce que c'est son cerveau qui ne lui permet plus d'exprimer l'affection de la même manière. Donc, et même si votre proche, donc c'est important de respecter ça. Puis à l'inverse, donc on a des gens qui vont être plus distants, mais il y a des gens qui vont développer ce qu'on appelle une hypersexualité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation soudaine du désir sexuel, hein, et il se peut qu'il soit exprimé peut-être inapproprié là, à prime abord. C'est des comportements peut-être nouveaux que la personne peut avoir, puis ça peut être très troublant pour le conjoint, parce que le conjoint, il va pas tout à fait reconnaître l'attitude de son partenaire. C'est des comportements qui peuvent le mettre mal à l'aise. Par exemple,
Il peut avoir une relation sexuelle complète qui vient de se produire, puis la personne qui a le trouble neurocognitif peut l'oublier à l'instant même, puis s'attendre à ce qu'il y ait une autre relation, par exemple, qui se produise. Donc, et il faut garder en tête aussi que ce que je nomme en ce moment, on est conscient que c'est très dur pour les conjoints de partager ces émotions-là. Les conjoints sont pas nécessairement à l'aise de parler de leur vie sexuelle à leurs enfants. Les gens se sentent seuls fréquemment là-dedans. Et on garde en tête aussi, dans une optique de progression de la maladie, par exemple, il y a des gens qui vont arriver à un point où ils reconnaîtront plus leur entourage, reconnaîtront plus leur propre conjoint. Donc là, des fois, si mon proche est dans une résidence adaptée, la personne va peut-être oublier. Tant qu'elle a un conjoint, des fois, il y a des petites amitiés, des petits couples qui se forment. Puis ça peut être très difficile pour le conjoint, comme si sa relation conjugale n'existait plus du tout. Donc, tu sais, tout ce que je vous nomme, on est conscient que c'est très difficile émotionnellement pour le proche aidant. Puis souvent, quand vous nous en parlez aux conseillères, il y a vraiment beaucoup de mélange d'émotions, il y a beaucoup de tristesse, de la frustration et de la culpabilité aussi. Euh, Ce qui est positif dans tout ça, malgré que la relation va se modifier, c'est qu'il existe des moyens d'adapter la relation conjugale au fur et à mesure que la maladie va progresser. Ça va impliquer quand même d'apprendre à communiquer autrement. Donc, quelles seraient les stratégies pour comme, préserver la relation et s'adapter à tous les changements que tu viens de nous mentionner? Oui, ben, je pense que c'est la partie que les proches aidants aiment généralement, des stratégies concrètes. J'en ai glissé un petit mot. Tout d'abord, c'est vraiment important d'accepter que la relation, elle va évoluer, puis elle va changer avec le temps. Ça revient à parler un petit peu de nos deuils blancs, puis de cheminer dans nos deuils blancs. Euh, c'est facile à dire pour moi, j'en conviens. Mais euh, tu sais, c'est sûr qu'on voudrait tous que l'amour reste le même, hein. On voudrait tous que le lien affectif dans notre couple reste aussi fort qu'avant. Mais il faut garder en tête, hein, quand je parlais des deuils blancs, le rôle du conjoint va se transformer tranquillement, puis le conjoint devient graduellement, hein, un aidant. Donc, des fois, il y a comme un débalancement dans la relation qui s'installe, à savoir que le conjoint devient un peu le parent de son conjoint. Donc, la dynamique, euh, d'aidance, hein, va transformer inévitablement la dynamique de couple, surtout plus que la maladie va progresser. Donc, en d'autres mots, il faut apprendre à voir l'amour sous une nouvelle forme. Il va peut-être moins y avoir d'intimité physique, il va peut-être moins y avoir vraiment de relations sexuelles ou d'actes vraiment plus sexuels, mais ça signifie pas qu'il y aura plus d'amour. Il faudra juste trouver une façon d'exprimer notre affection différemment. Donc, ceci dit, encore une fois, je le sais que c'est facile à dire pour moi du haut de mon bureau. On veut idéalement analyser, gérer les comportements réactifs ou on va peut-être encore parler de comportements déroutants de mon proche le plus possible avec bienveillance et avec ouverture d'esprit. On est des êtres humains, c'est un jour à la fois. Il y a des journées qu'on est fatigué. euh, donc, comme je vous le dis, c'est vraiment, faut se laisser le droit à l'erreur aussi, les proches aidants. Donc, quand la personne qui vit avec le diagnostic a des comportements inhabituels, inappropriés, tu sais, des fois, ces comportements désinhibés qui nous rendent un peu mal à l'aise, c'est important d'idéalement de ne pas réagir avec jugement ou de la colère, mais je le dis, on est des êtres humains là, mais il faut essayer de comprendre c'est quoi qui motive son comportement. Hein? On garde en tête mon proche, il va avoir de la misère à exprimer ses émotions, ses besoins, donc souvent ça va ressortir par des comportements. Je reviens avec l'exemple d'une personne qui est plus désinhibée. Quand je dis désinhibée, on s'entend, c'est que des fois, avec la maladie, il y a comme une espèce de d'oubli des conventions sociales. Donc, c'est comme si des fois, les gens ils vont dire des choses peut-être un petit peu, là, qui sortent un petit peu tout seul, si je peux le nommer comme ça. Donc, quand on dit que la personne est désinhibée, c'est relié à la dégénérescence, hein, de certaines parties de son cerveau qui régulent le comportement social et nos filtres. Si la personne devient plus distante, comme je disais tantôt, ça se peut que ça soit relié à l'apathie, hein. L'apathie peut faire partie de la maladie, des fois peut arriver à différents moments dans la maladie. Ça peut être des comportements de nature de dépression aussi, hein. Ça fait partie de la maladie d'Alzheimer, des fluctuations de l'humeur. Donc, c'est peut-être causé par ça si la personne est plus distante. Dans tous les cas, faut garder en tête que c'est pas volontaire.
C'est la maladie qui parle, c'est la maladie qui agit. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, ça va vous aider beaucoup. Donc, c'est vraiment de ne pas prendre les choses personnelles et ça veut dire aussi d'ajuster nos attentes. Ça va vous aider, comme je le disais, à bien gérer ça. Et je reviens avec la communication. J'en ai glissé un mot tantôt. C'est important tout au long de la maladie, que ce soit léger, modéré, avancé, même en fin de vie, il y aura toujours une façon de communiquer avec mon proche, même si elle devient différente. Plus la maladie progresse, plus que justement, on va aller dans une communication basée sur les 5 ou 7 sens. Donc, par exemple, euh, comme je veux dire, la communication, est impacté par la maladie, mais ça va rester essentiel. Donc, on veut croire au potentiel que mon proche est capable de communiquer. Et c'est sûr que si les mots puis les conversations deviennent plus difficiles avec le temps, faut explorer d'autres formes de connexion puis de partage d'intimité. Parce que les conjoints, c'est sûr que des fois, vous le dites, là, quand votre proche est stade avancé, c'est plus nécessairement la même personne. Des fois, la personne est dans ses souvenirs lointains. Des fois, les conjoints, vous me le dites, il n'y aura pas de relation là, sexuelle. Il y a un débalancement, mais il y a d'autres façons de communiquer une affection avec notre proche parce que ça, là, notre proche, lui, il va avoir de la misère à arriver à ce point-là de la maladie, de relativiser toute la situation. Donc, le toucher, une main posée sur l'épaule, un massage de main avec une crème, se faire jouer dans les cheveux, un massage de tête, ça c'est très fort, puis ça vient vraiment chercher, ça vient solliciter le besoin de chaleur humaine chez mon proche. Mon proche va avoir besoin de chaleur humaine, euh, même avancé dans la maladie. Le regard, je reviens avec mes sens un peu, là, prendre le temps de vraiment se poser, regarder mon proche dans les yeux avec amour, lui dire un compliment, le partage de souvenirs communs aussi. Faisons attention, je vais en glisser un mot, peut-être pas dire tu te souviens, hein? On va essayer d'y aller un petit peu plus largement pour le partage des souvenirs communs. Mais regardez des photos, de la musique, n'importe quelle voix, musique rassurante. Donc, tout ça, comme je parlais, ça peut combler les besoins de chaleur humaine et donc d'intimité. Donc, ça revient à dire, en d'autres mots, il faut adapter les moments d'intimité avec la progression de la maladie. Et je parle de sexualité, c'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est pas tous les couples que la sexualité est si importante. Il y a des couples que oui, ils ont une vie sexuelle qui était très importante, qui les comblait, puis ça va arriver dans leur deuil blanc assez vite. Mais l'intimité pour les couples, c'est vraiment pas juste ça. Il y a des couples que ça va être vraiment beaucoup plus la réciprocité qu'ils avaient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi pour le conjoint de revoir puis d'analyser c'est quoi pour vous être proche de votre conjoint. C'est quoi qui est important pour vous? Donc, j'ai déjà donné des petits mots, mais que ce soit se tenir la main en regardant un film, prendre une douche ensemble dans la mesure du possible, danser ensemble, danser surtout sur une musique que vous aimiez en tant que couple. Ça, là, c'est très fort pour le couple. On le constate là, quand les conjoints l'utilisent, là, le font. C'est précieux, les moments qu'ils semblent vivre, les moments de connexion. Donc, tous ces petits moments-là vont vous permettre de garder une connexion émotionnelle avec votre proche. Donc, en résumé, là, oui, le trouble neurocognitif, ça transforme la relation de couple, mais ça signifie pas la fin de l'amour. Donc, l'amour, elle va pouvoir évoluer puis prendre de nouvelles formes. Puis je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul là-dedans, les conjoints, même si vous vous sentez seul là-dedans, isolé, vous êtes très nombreux et il y a des ressources qui sont disponibles pour vous, comme la trousse d'outils Restez amoureux. Puis nous, bien évidemment, la société, on est là pour vous guider là-dedans, là, bien évidemment. Merci Catherine. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions à tout moment en commentaire. On n'a pas encore trop de questions. Vous pouvez aussi, si vous voulez, nous partager les exemples de ce que vous faites pour comme maintenir la relation. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez des exemples que vous aimeriez partager aux autres, ça nous fera plaisir aussi d'en parler. Donc, tu mentionnais la trousse Rester amoureux. Bien Est-ce que tu sûr. peux nous en dire un peu plus sur ce projet donc du Cégep de Drummondville? Oui, donne-moi juste une seconde de Drummondville. Donc, je vais vous la présenter. Je suis très heureuse de vous la présenter. J'ai parlé, bien évidemment, là, j'ai eu l'accord avec Madame Lemelin. Donc, c'est une trousse d'outils qui a été créée pour les conjoints proches aidants. Et c'est vraiment dans le cadre d'un projet de recherche, rester amoureux malgré la maladie d'Alzheimer. Puis c'est une trousse d'outils qui a été créée par le Centre d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Tu sais, rassurez-vous, là, à
la fin, je vous ai fait une petite diapositive pour que vous puissiez prendre en note les adresses et tout. Donc, c'est une trousse d'outils. Madame Lemelin, qui est la chercheure, et bonjour Madame Lemelin, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, et Madame Chénier, la coordonnatrice du projet. Donc, initialement, ce qu'elle elle parlait, c'est que c'est une trousse d'outils qui avait été faite un petit peu initialement pour accompagner les intervenants du milieu de la santé, puis les intervenants des milieux communautaires comme nous, à guider les conjoints justement pour vivre cette transition-là. La pandémie est arrivée dans nos vies, donc là, elles se sont dit, peut-être pas un bon moment là d'aller solliciter peut-être un peu trop nos intervenants du milieu de la santé. Donc là, elles ont vraiment un petit peu comme refait le projet, vraiment centré sur le proche aidant. Donc, c'est vraiment une trousse d'outils qui a été faite pour être très simple d'utilisation. Puis le but, c'est que le conjoint proche aidant, vous puissiez l'utiliser là de façon autonome. Mais bien évidemment, c'est sûr qu'ils ont même pensé à une petite formation pour nous outiller, nous les intervenants, pour bien accompagner les proches aidants dans cette trousse-là. Donc, là, je vous le dis tout de suite, je m'excuse de si je le prononce pas bien. C'est la trousse d'outils qui elle est basée sur une approche assez novatrice qui est l'approche sensorielle de type Snow-Zelen. Je vais le répéter, de type Snow-Zelen, en tout cas. Mais tu sais, gardez en tête, je vous l'ai écrit tantôt dans ma diapositive pour que vous puissiez le mettre sur pause puis noter, là. Donc, en somme, c'est une approche sensorielle. Donc, c'est de dire qu'on va utiliser la stimulation des sept sens, de nos souvenirs. On va stimuler les sensations puis les émotions par les cinq sens. Puis ça va nous aider à favoriser une connexion entre les partenaires. Donc, c'est ce qui va vous permettre de préserver votre relation malgré la maladie. Donc, en d'autres mots, la trousse d'outils, ce que ça veut faire, là, c'est qu'on veut vous accompagner à créer une activité sensorielle qui va être basée sur un souvenir de couple. Donc, l'approche Snow-Zelen, excusez-moi de massacrer le mot, ça va utiliser l'approche sensorielle. Donc, on va stimuler les sept sens. Je vais vous les nommer, ça sera pas long. Donc, le but, c'est vraiment stimuler tous les sens pour apaiser et communiquer avec mon proche. Excusez-moi, une petite gorgée d'eau. Donc, on le sait, la maladie va affecter la mémoire, la compréhension. Donc, c'est vraiment des stimulations qui vont venir aider à réveiller certains souvenirs, puis ça réduit l'anxiété au bout de la ligne. Donc, en d'autres mots, on veut utiliser l'approche sensorielle, donc on stimule les cinq sens, puis ça vient surtout stimuler la mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, c'est vraiment la capacité qu'on a de se souvenir d'émotions associées à une expérience, même si les détails du souvenir précis sont peut-être pas clairs pour la personne. Puis là, rassurez-vous, ça devrait se clarifier là, au fur et à mesure que je vous présente la trousse. Donc, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, par exemple, une personne va peut-être pas se souvenir d'un élément particulier, mais elle va peut-être conserver des émotions reliées au souvenir. C'est comme quand je vous dis des fois, les gens avec l'Alzheimer, ils vont peut-être oublier qui on est, vont peut-être oublier ce que j'ai dit, mais ils vont se souvenir comment ils se sont sentis en ma présence. Donc, c'est un petit peu basé sur ça. Donc, puis la mémoire émotionnelle, c'est préservé assez longtemps, même quand la personne, elle vit un peu plus dans ses souvenirs lointains. Vous m'entendez parler des sept sens, hein? Oui, on connaît les cinq sens usuels, là, la vue, l'odorat, le goût, le l'ouïe, entendre, le toucher. Mais je veux vraiment aussi prendre le temps de vous parler. Il y a sept sens en réalité. Donc, il va avoir aussi le sens vestibulaire. Puis vous allez voir une image tantôt là, qui va faire du sens. Donc, le sens vestibulaire, hein, c'est l'organe dans nos oreilles. Là, hein, on a du liquide. Là. Quand on sort d'un bateau, là, on est sur la terre ferme, puis on se balance comme ça. Donc, c'est un organe qui gère l'équilibre, puis la perception du mouvement. Et il y a la proprioception. Proprioception ensemble, hein. Donc ça me permet de me voir où est-ce que je me situe dans mon environnement. Dans le fond, c'est de voir la position puis le mouvement de mon corps dans l'espace. Où je suis par rapport à mon environnement, les objets sont où par rapport à eux. J'aime ça toujours donner l'exemple. Là. J'ai reçu une chaise une chaise berçante, je l'ai mise dans mon salon avec des longues pattes. Là. Ça a pris peut-être une semaine et demie là, avant que j'arrête de me cogner la petite orteil sur le bord. Là. Donc, m'amener mon cerveau là, il l'a situé dans mon environnement. Donc, ceci dit, là, vous m'écoutez, je vais vous la montrer. Ça sera pas long. Donnez-moi juste une petite seconde pour vous l'ouvrir. Être sûr que je vous montre la bonne chose parce que ça va être pas mal plus concret si vous le voyez.
Donc, je vous partage cela à l'instant. Tout est beau, Lorraine? On voit bien la trousse? Oui, là, ça y est, on la voit. OK. Là, je vais faire mon possible pour pas vous défiler ça trop vite. Là, gardez en tête, je vous la présente. Hein? Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'on fasse le tour vite fait, mais c'est sûr là, qu'évidemment, on va avoir des questions, mais gardez en tête qu'on va vous la représenter. Donc, quand l'amour prend tout son sens, euh, vous voyez ici, là, quand je mets, comme je vous le dis, ça a été pensé pour être très simple d'utilisation. Madame Lemelin et Madame Chénier, ils ont bien gardé en tête que en ce moment, les gens beaucoup touchés par la maladie d'Alzheimer, c'est pas tous des gens à l'aise avec Internet, puis c'est pas tous des gens qui sont intéressés. Puis c'est bien correct. Donc, ça a été fait pour les gens qui sont à l'aise avec Internet, mais vous allez toujours avoir la possibilité d'imprimer ou de le remplir sur l'ordinateur. Vous voyez mon curseur, là, quand j'arrive sur une phrase, il se transforme en un petit doigt. Ça veut dire que je peux déjà cliquer pour aller directement à la section. Par exemple, les objectifs poursuivis de la trousse. Ça, je vais aller vite sur la première parce que je vous l'explique en résumé. Donc, je veux juste vous dire que c'est fait pour être très simple. Donc, la trousse est divisée en 4 sections. La première partie, je vous la passe vite parce que je vous l'explique. Donc, c'est destiné à qui, c'est quoi la recherche, les objectifs de recherche, comment l'utiliser. Vous voyez ici, il va y avoir des capsules vidéo, vous avez la possibilité, l'icône de télécharger ou d'imprimer. On va arriver, euh, excusez-moi encore, je vais vous remontrer. Vous avez la section 1. Donc là, c'est vraiment toutes les étapes, une à une, pour vous accompagner pas à pas dans la création de l'activité sensorielle basée sur un souvenir de couple. J'aimerais ça aujourd'hui, là, si j'ai le temps de tout vous montrer brièvement les étapes, rassurez-vous. Et à la section 2, ça, c'est des fiches thématiques préétablies. Des fois, si on n'a pas trop d'idées de souvenirs, on ne sait pas trop, c'est vraiment là, tous des sujets préétablis. C'est sûr que Madame Lemelin, ce qu'elle parlait, c'était qu'on suggère de commencer par une thématique préétablie parce que tout est très structuré, mais vous pouvez l'adapter avec votre souvenir, bien évidemment. Puis, il y a à la fin l'annexe que je vais vous présenter brièvement, là, donc, tu sais, les résultats, parce je tiens à spécifier, je l'ai peut-être pas dit, là, mais c'est un projet de recherche, hein, donc, qui a été testé sur des couples. Puis, Madame Lemelin, là, j'ai un sentiment que ça va être réglé après aujourd'hui, mais quand je lui avais parlé à Madame Lemelin, la chercheure, là, euh, il restait une dizaine de couples. Là. Je suis plus certaine s'il reste encore 10 couples ou moins. Mais là, en ce moment, c'est pour ça que la trousse d'outils, là, c'est vraiment une primeur, là. C'est grâce à Madame Lemelin et Madame Chénier que je peux vous la présenter aujourd'hui avec leur autorisation. Mais en ce moment, là, elle n'est pas disponible parce qu'il faut la tester encore avec des proches aidants. C'est important, les protocoles de recherche, hein, il y a de la rigueur. Donc, la trousse. Donc là, euh, on arrive à la section 2, la réalisation de l'activité sensorielle. Donc, pour chaque étape, vous avez le déroulement, une capsule explicative. Je vais avancer et vous avez les 9 fiches d'activité sensorielle. Je m'excuse, je vais aller à la bonne section. OK. L'étape numéro 1, je vais la passer parce elle va, c'est ce que je fais en ce moment. Mais si tu me permets, Lorraine, je vous montrerai peut-être une petite capsule. Elle dure 3 minutes, là. Donc, c'est l'étape numéro 2. On commence, dans le fond, la première étape, c'est pour les proches aidants, on veut vraiment là, que vous fassiez une démarche réflexive pour répertorier toutes sortes de souvenirs positifs de vie de couple. Donc, si vous me permettez, je vais juste donc là, vraiment, c'est le proche aidant va être invité à se plonger dans ses souvenirs de vie. J'arrive. Ce premier exercice de préparation a pour but de faire la collecte des souvenirs heureux que vous avez partagés avec votre partenaire au fil de votre relation. Dans un premier temps, veuillez vous référer à l'exercice intitulé « Recensement des idées et pensées reliées à des souvenirs » correspondant à cette capsule. Nous vous invitons d'abord à dresser une liste de 10 souvenirs qui ont été déterminants au long de votre parcours. Pensez aux souvenirs en commun, aux moments qui ont marqué la vie de votre partenaire et la vôtre. Souvenirs de famille, souvenirs professionnels heureux ou bien voyage. Afin de vous aider à retracer vos souvenirs, nous vous suggérons quelques stratégies qui vous aideront à stimuler votre mémoire. Prenez le temps de regarder vos photos ou vos films personnels. Il y a dans ces vestiges du passé des trésors parfois oubliés. Faites-vous une playlist de chansons marquantes pour vous et votre partenaire et réécoutez-les.
Les chansons et la musique vous aideront à reconnecter avec le passé. Relisez des archives de journaux des décennies passées ou ressortez des lettres personnelles que vous avez peut-être conservées. Échangez avec des proches sur les souvenirs de vie de votre partenaire. Faites l'inventaire des objets significatifs qui ont fait partie de vos vies, les souvenirs de voyage, les cadeaux personnels par exemple. Il est important de ne relever que les souvenirs heureux et positifs. N'oubliez pas que l'anxiété et le sentiment d'insécurité sont plus élevés que la normale chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il est primordial d'éviter les souvenirs empreints d'éléments négatifs qui pourraient déclencher une réaction émotionnelle indésirable. Maintenant que vous avez noté les souvenirs appropriés, vous pouvez les classer. Commencez par trier les souvenirs les plus importants pour vous et votre partenaire. Dans la trousse, l'exercice « Validation pour conserver un souvenir » pourra vous aider à classer les souvenirs les plus intéressants pour vous et votre partenaire. Cela vous aidera aussi à identifier les divers éléments positifs de vos souvenirs et à vous assurer qu'ils ne contiennent pas d'éléments négatifs. Tentez de vous remémorer des éléments faisant appel à vos sens dans chacune de ces situations. La section « Synthèse des éléments significatifs » vous permettra d'inscrire vos notes personnelles à propos de chacun de ces souvenirs. À la fin de l'exercice, il vous sera possible de retenir les événements ayant le plus grand potentiel sensoriel afin de faciliter la préparation de votre activité. Afin de vous aider à trier et retenir les éléments les plus importants parmi les souvenirs que vous avez sur votre liste, vous avez accès à un tableau qui vous permettra d'inscrire tout ce qui vous vient en tête au moment propice. Ça vous permettra de canaliser votre flot d'idées et vous éviterez de vous perdre en oubliant des éléments importants. Donc, vous voyez, c'était juste un exemple. Chaque étape va avoir une capsule qui le décrit. Donc, je vais retourner. Donc, on a compris, je vais dérouler tranquillement. Donc là, c'est vraiment le conjoint proche aidant, là, c'est une démarche réflexive. Donc, prenez le temps de réfléchir à toutes sortes de souvenirs de vie commune. Là, vous le voyez, comme je vous le disais ici, vous allez avoir le choix de l'imprimer ou de le remplir à l'ordinateur. Des souvenirs importants pour vous et pour que vous pensiez qui étaient importants pour votre conjoint aussi. Donc là, on réfléchit. Idéalement, là, vous arrêtez votre choix sur 4 souvenirs qui sont communs, positifs aux deux. Et on veut vraiment là vous faire réfléchir aussi. C'est sûr qu'il va y avoir une partie que vous allez valider avec votre conjoint. Donc cette partie-là, c'est important. Je trouve l'important de vous nommer. Je le répète, on regarde nos principes de communication de base. Le moment opportun pour mon proche. Si mon proche est fatigué, c'est une mauvaise journée, ça ne tente pas. On réessaie une autre fois. Si moi je suis le proche aidant, je suis fatiguée, puis c'est une journée, je suis à bout, puis je suis dans mes deuils blancs, on le fera une autre fois aussi. C'est sûr que quand on va aller faire la validation de souvenirs, comme je l'ai dit tantôt, te souviens-tu? C'est peut-être pas gagnant de commencer notre phrase comme ça, parce que d'emblée, la personne, il y a des grosses chances qu'elle s'en souvienne pas sur le coup, puis là, ça va peut-être la heurter. Donc, ça fait longtemps, là, puis de revenir un peu plus sur le souvenir de généralement, notre voyage de noces, hein, ça fait longtemps, mais on a eu du plaisir. Donc, d'y aller un peu plus largement, parce que si on va trop aller chercher, ben oui, tu t'en souviens, on a été faire ça, ça, ça. Ça, il y a des gens qui vont peut-être le prendre un peu moins bien. Donc là, vous voyez ici, là, c'est comme vous allez cocher les conditions positives. Je prends mon exemple de voyage de moto. Parce que je l'entendais souvent, j'avais fait une activité de stimulation basée là-dessus. Par exemple, vous avez fait le tour du Canada en moto avec votre conjoint, le tour des États-Unis. C'est vos souvenirs de couple les plus positifs pour vous. Donc là, bon, est-ce que ça l'évoque des souvenirs heureux? Est-ce que de lui en parler, ça l'évoque des souvenirs heureux? Peut-être qu'avec le temps, excusez-moi, on réalise que notre proche, ben peut-être que oui, vous avez eu des beaux souvenirs de moto, mais peut-être que finalement, ben il y a un ami qui a eu un accident de moto puis qui est décédé, puis que votre conjoint finalement c'est vraiment le souvenir qu'il garde. Peut-être que finalement lui il se souvient surtout que la moto elle brisait tout le temps puis qu'il était fâché. Donc tu sais, c'est juste une démarche réflexive pour vraiment départager les conditions positives ou négatives du souvenir. Donc là, les conditions négatives, donc il vit des frustrations. Donc, on voudrait idéalement que vous choisissiez le souvenir qui a beaucoup de conditions positives et pas de conditions négatives dans le meilleur du possible ou très peu. Donc là, ça, c'est vraiment une section comme un peu que vous disais là, de vous faire réfléchir sur le souvenir, écrivez un petit peu tout ce que vous voulez.
Donc là, on va arriver bien évidemment à l'étape numéro 3. Donc là, c'est qu'on veut identifier, vous voyez ici, là, je ne l'imprimerai pas, mais mon petit curseur, il se transforme en doigt. Vous pouvez l'imprimer. J'ai la capsule que je ne vais pas vous montrer, là. Vous aurez la chance quand la trousse va sortir, mais encore une fois, chaque étape, capsule, description, conseil. Donc là, c'est le temps d'aller identifier les sens parce que c'est ça le but. Le but, c'est que peut-être que la personne ne va pas se souvenir qu'elle a fait le tour du Canada en moto avec vous. Mais si on vient raviver certains éléments du souvenir, elle va peut-être juste se souvenir qu'avant d'embarquer sur la moto, elle vous donne un petit bec sur la joue. Hein? Elle va peut-être, si elle entend la musique que vous écoutiez toujours pendant que vous faisiez la moto, peut-être que là, elle va se souvenir de certains éléments du souvenir. Le but, c'est pas que la personne se souvienne de tout le souvenir, mais de raviver des instants de connexion avec certains éléments du souvenir. Donc, voyez ici, je vous ai parlé de nos 7 sens, ils sont tous là. Donc là, vous avez vraiment une idée. Encore une fois, vous allez pouvoir l'imprimer, le remplir à l'ordinateur. Souvenir numéro 1, mon voyage en moto. La vision, regardez. Donc, moi, j'avais fait des images là, de moto. Donc là, les gens, excusez-moi, là, on le voit comme pas très bien. Donc, tu sais, les gens, je leur faisais, ils m'expliquaient c'était quoi les types de motos. Des fois, les gens, ils se souvenaient pas. Là. Moi, je le savais qu'ils avaient fait des voyages de moto, mais les gens, ils me disaient non, non, on n'a pas eu. Mais à force et à mesure de voir les images, eh bien là, ça l'arrivait. Donc ça, bon, c'est un objet que j'ai créé moi-même, mais ça vient stimuler le sens du toucher parce que je vais laisser la personne le prendre. Ça vient stimuler la vision. Donc, Madame Lemelin parlait parfois aussi, des fois, un souvenir de voyage. Il y a des couples que leur beau souvenir, c'était d'aller sur le bord de la plage. Donc là, il y a peut-être moyen de faire une boîte avec du sable dedans. Donc, vraiment, chaque souvenir, vous allez aller cocher un X sur le sens qui est stimulé. Et d'identifier des objets pour chaque souvenir. Là, je vais vite un petit peu, là. Et là, ici, donc, on a choisi des souvenirs, on a réfléchi à des souvenirs, on a choisi des souvenirs communs. J'ai arrêté mon choix sur 4 souvenirs qui a plus de positifs que de négatifs. J'ai choisi les sens j'ai réfléchi quels sens sont stimulés dans l'activité. Par exemple, je reviens avec mon voyage de moto. Ben là, tu sais, je voulais mettre de la musique parce qu'on écoutait toujours de la musique en moto. Il y a les photos. Hein, si on a encore notre matériel, le casque ou donc là, on va créer le profil sensoriel. C'est que là, le prochain dent conjoint, on veut vous questionner sur parce qu'on a tous comme des aversions puis des préférences reliées à la stimulation des sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, par exemple, ben, ils vont pas aimer se faire toucher. Et c'est ça que je voulais dire tantôt. Si votre proche avant était affectueux, là, il est de moins en moins, il faut plus respecter la condition actuelle. Il y a des gens qui vont pas aimer se faire toucher, mais ils vont adorer écouter de la musique. Il y a des gens, par exemple, votre proche fait un petit peu de surdité. Est-ce qu'il y a des bruits qui l'irritent? Des fois, là, des petits sifflements ou des bruits aigus. Il y a des gens, par exemple, au goût. Il y a des gens que si on voulait, c'est un beau souvenir, ça serait nos repas de Noël. Ben, il y a des gens qui font attention, qui sont dégoûtés par des textures, par certains goûts. Donc, c'est vraiment juste de voir vous voyez toujours bien ma page, hein? Donc, tu sais, les réactions négatives, positives. Est-ce qu'il y a des aversions, des intolérances? Donc, on va faire un profil relié à votre conjoint. Là, c'est de trouver les objets. Et comme je vous le dis, par exemple, tu sais, vous voyez, avertissement ici, c'est tous des conseils vraiment, par exemple, si c'est fait à la maison, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez faire ça si votre proche est en résidence, là. Euh, que ce soit dans sa chambre, des fois, il y a une pièce qu'on peut réserver dans les résidences adaptées. Puis, tu sais, c'est sûr, il faut faire attention. On peut pas tout amener n'importe quel type d'objet hein, dans les résidences. Il faut que ça soit sécuritaire. Donc, tu sais, c'est juste être en collaboration. Parlez-en avec le personnel que vous voulez faire ça. Comme ça, ils vont le savoir. Hein. On va éviter de travailler chacun de notre côté. Puis, on veut aussi qu'ils ne viennent pas vous déranger pendant l'activité. Donc là, trouvons les objets et les stimuli. Cassez-vous pas la tête, là, des fois, les objets. Ça peut être des choses bien, bien simples, là. Euh, tu sais, je voulais juste revenir, par exemple, les sens, excusez-moi, je vais reculer un petit peu quand je vous dis d'identifier les sens aussi, on va réfléchir que ce soit l'odeur du café, l'odeur de votre proche. Donc, vraiment, là, allez-y largement. Je reviens à mes objets. Allez-y simple. Là. Tu sais, des fois, pas besoin d'acheter du matériel spécialisé. Votre souvenir, c'était les repas de Noël. Des fois, à Noël, hein, on prenait notre café dans des petits copes de styromousse. Là. Des fois, c'est des petits objets comme ça. J'ai amené là, une boîte à lunch, une boîte à lunch là, on voit pas, hein, une boîte à lunch des années 80. Des fois, la personne, elle aimait peut-être, je sais pas, faire les lunchs, puis regarder.
j'ai amené mes trucs, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, bien que ça soit un peu un jouet, j'ai quand même des films des années 70, donc je veux juste vous montrer un petit exemple, là. C'était l'ancêtre de la réalité virtuelle, hein. Donc, par exemple, mettons que moi, mon souvenir de vie commune, c'était d'écouter des films ensemble un samedi soir avec un petit verre de mousseux, là. Donc, tu sais, la personne, il y a le toucher, hein, elle prend l'objet, elle doit mettre je sais même plus comment qu'on appelle ça, là. Donc, mettre ça, elle doit l'approcher. Donc là, c'est les Viewmasters. Donc, tu sais, il y a le sens proprioception aussi, parce que la personne va devoir le rapprocher de son visage à la bonne distance. Donc, pendant qu'elle, je stimule sa vue, moi, je peux lui chanter, en tout cas, je peux lui mettre une musique ou vous me voyez venir, là. Donc, allez-y simplement. Donc là, vous le voyez encore une fois pour le goût. Vous avez toutes sortes de suggestions, puis aussi de faire attention. L'alcool, ça peut, est-ce qu'on ce serait mieux de prendre un vin non alcoolisé? Donc là, je vais aller plus vite. Donc, pour chaque sens, vous allez avoir toutes sortes d'exemples de souvenirs de nature, exemples de sens stimulés, d'objets. Euh, il y a un jeu bingo des odeurs, là, c'est toutes sortes de petites odeurs, donc on peut le faire sentir à la personne. Donc là, je vais défiler vite, attention, l'audition, donc la musique, les sens associés à la nature. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'idées pour vous donner des idées. Et encore une fois, il y a toujours des trucs, vraiment des conseils à réfléchir aussi, puis à se questionner. Je vais aller vite. Attention, je vais aller tout de suite là à... Là, donc, ceci dit, on a choisi les souvenirs, on a identifié les sens, on a fait un profil sensoriel, on a identifié les objets. C'est le temps de mettre en scène l'activité sensorielle. Donc là, c'est vraiment, tu sais, quand on va vous donner des outils encore une fois, quelle pièce, est-ce que vous allez devoir déplacer des meubles? Donc, tu sais, vraiment prendre le temps. Est-ce que les objets vont déjà être là? Est-ce que la musique va être déjà entamée? Et j'achève, là, rassurez-vous, là. Donc, je défile. Donc, tu sais, par rapport à la mettre en scène aussi, ce que je veux dire, c'est que Madame Lemelin, elle parlait, hein, on va pas vous donner une limite de temps en minutes. On va plus essayer de vous outiller, et s'il y a vraiment une belle section pour ça, à déceler les signes non verbaux chez votre proche, comme quoi qui serait peut-être tanné de l'activité, ou au contraire, des signes qui aiment vraiment l'activité. Parce que gardez en tête, avec un trouble neurocognitif, les gens ils vont avoir une capacité d'attention qui est généralement plus réduite. Donc, c'est pour ça qu'on va vous amener à plus réfléchir aux émotions chez votre proche, les émotions aussi avec son non-verbal qui va décrire pour que là, vous dites, OK, on va peut-être cesser l'activité, ou au contraire, mon Dieu, je pensais pas qu'il serait si content de la faire, ben, on va continuer. Donc, faites le point. Là, c'est vraiment le temps, comme je vous dis, euh, mettez-vous pas de pression. Faut faire ajuster vos attentes. Ça se peut que la personne ne comprenne pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Je comprends pas. Ça me tente pas. On met ça sur la glace. On recommencera. Mettez-vous pas de pression. Ajustez vos attentes aussi. C'est pas parce que la personne a aucun souvenir là, du souvenir ou d'éléments que la relation conjugale n'existe plus. C'était peut-être une mauvaise journée. C'était peut-être un mauvais moment. On va se reprendre. Donc là, vraiment, prenez le temps de réfléchir, comment ça s'est déroulé. Je vais aller vite un petit peu. Ça, je trouvais très important de vous la montrer, hein. Est-ce que vous avez posé un des gestes suivants un envers l'autre? Se tenir la main, se caresser, s'embrasser. Comment ça s'est passé? S'enlacer, se peigner les cheveux. C'est tous des façons d'exprimer notre intimité différemment. J'avance, attention à vos yeux. Bon, laissez un petit peu plus votre partenaire. C'était quoi son humeur? Finalement, il y a peut-être un stimuli qui lui a déplu. Donc, ça va toujours vous aider à réfléchir en fonction des cinq sens. J'avance encore un peu. Euh, donc, c'est comme je vous le disais ici, je l'aime beaucoup cette section-là parce que c'est celle-là qui va vous aider. C'est quand on parlait des objectifs d'apprendre à bien communiquer avec notre proche. Comme je vous le dis là, ça va être beaucoup plus d'observer le ton de la voix de votre proche, les mots, son non-verbal. Euh, je vais vite là parce que sinon, la roue des émotions. C'est quoi les émotions que votre proche a vécues dans l'activité? Gardez en tête, une émotion, ça sous-tend un besoin, puis votre proche, lui, il va avoir de la misère à les nommer. Donc, essayez de déceler les émotions. Ah, il avait l'air triste. Pourquoi? C'est quoi les besoins en arrière de la tristesse? Je vais juste avancer encore une fois.
quand je dis identifier les émotions par des micro-expressions. Il y a des gens que ça leur vient naturellement, ça, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, qu'est-ce qui est des signes de non-verbal que mon proche aime l'activité en ce moment? C'est quoi les certains signes non-verbal que peut-être que l'activité, c'était peut-être pas une bonne journée. Vous le voyez là, hein, le plissement des yeux, la colère. Donc, tu sais, c'est vraiment une section pour vous faire réfléchir. Puis là, j'achève. Donc, tu sais, je vais juste vous en montrer une. Comme je vous disais que Mme Lemelin suggérait fortement de prendre une fiche thématique préétablie tout en l'ajustant personnellement à votre souvenir. Donc là, je voulais juste vous le montrer. C'est 9 thématiques, notre maison, notre famille. Elle nommait aussi, oui, les voyages, mais les petits-enfants, ça revenait beaucoup aussi. Donc là, il y a une fiche, je vais juste vous en montrer une, je m'excuse de vous dérouler ça, là. Donc, vous voyez, est-ce que je peux la télécharger pour la remplir sur l'ordinateur? Je veux l'imprimer. Vous avez le déroulement, donc rassembler le matériel. Hein. Je vais aller vite, là. Donc, l'objet du quotidien, des exemples toujours encore une fois. Donc, tu sais, c'est vraiment le mettre en garde pour être sûr qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, ça, c'est vraiment les thématiques préétablies. Puis là, pour terminer, je vais vous montrer l'annexe. C'est ici. Donc, la dernière partie, c'est un projet de recherche, vous avez les objectifs. Donc, tu sais, je vous les ai tous renommés un petit peu là, au fur et à mesure. Je voulais juste vous montrer dans la dernière section, vous le voyez là, principaux résultats de recherche, malgré qu'il y a déjà là des retombées positives, il restait une dizaine de couples à tester la trousse. C'est important là, de bien la tester, de récolter les opinions des proches aidants. Donc, vous voyez, c'est pas terminé, là, c'est en cours. Euh, C'était ça pour la trousse. Merci beaucoup, Catherine. Donc, les gens, ils sont tous très intéressés par la trousse dans les commentaires et donc ils se posent tous la question, quand est-ce que la trousse est disponible? Où est-ce qu'on va trouver cette trousse? Oui, bien évidemment, je vous comprends. Moi aussi, je suis très emballée. Je veux juste vous partager quelque chose. Ça sera pas bien long. Et pour ton information, donc il y a Juliane Chénier qui est dans les commentaires, qui a partagé ses coordonnées aussi, donc la coordonnatrice du projet pour les couples qui sont... Ah, OK, ben bonjour. Donc, je voulais juste voir, Madame, excusez-moi, Lorraine, tu vois mon PowerPoint? Oui, par contre, on le voit en tout petit actuellement. Euh, Donnez-moi juste une seconde. C'est mieux, là, hein? oui, là, c'est mieux. Parfait. Parfait. Excusez-moi, là. Donc, ça, c'est le PowerPoint, justement, là, que Madame, encore une fois, Madame Lemelin, Madame Chénier m'ont autorisé à vous montrer. Donc, je voulais juste porter vite fait, puis donc, il y a les coordonnées j'avais aussi celle de Madame Guindon, je vais vous montrer. Donc, il reste encore des participants. C'est sûr que comme je suggère peut-être plus à des participants de la région de Drummondville parce que ça implique quand même, là, des déplacements. Donc, c'est juste pour optimiser, euh, vraiment, là, l'expérience de tout côté. Donc, vraiment, vous le voyez. Oups, excusez-moi. Vous le voyez, c'est 4 à 5 rencontres avec des assistantes de recherche. Il y a des questionnaires à compléter, 2, 3 rencontres pour apprendre l'approche sensorielle, là, je vous ai parlé vite fait, mais et 2 rencontres pour réaliser l'activité avec votre conjoint. Fait que, tu sais, on pourrait se dire une moyenne là, peut-être de 8 à 10 rencontres. Euh, donc, c'est sûr que c'est un projet, comme je disais, hein, c'est vraiment le centre d'excellence du vieillissement. C'est un département là, du Cégep de Drummondville. Donc, je vais vous montrer comment aller vous inscrire à leur infolette, mais c'est sûr que si vous voulez être au courant, Madame Lemelin, elle me parlait qu'il visait pour sortir la trousse, faire un lancement de la trousse en juin 2025. Mais tu sais, on s'entend, là, ça va dépendre aussi de s'ils ont bien sûr eu le temps de finir leur objectif et d'avoir le bon nombre de couples pour tester la trousse. Donc, gardez en tête que c'est sûr que je vous incite fortement à vous inscrire, à aller voir nos réseaux de la Société Alzheimer Centre du Québec, hein, parce que chaque Société Alzheimer régionale ont leur propre infolette. Donc, vraiment, vous le voyez là, vous allez le Facebook Live va être en rediffusion sur le YouTube de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, vous allez juste aller retourner puis vous mettrez sur pause. Fait que je vous suggère fortement de vous inscrire à notre infolette l'intermède parce que c'est sûr que quand Madame Lemelin, puis le départ, quand ils vont être prêts à lancer la trousse, c'est sûr qu'ils vont nous inviter de ce que j'ai compris, puis ça va nous faire un grand plaisir d'y aller. Donc, c'est sûr que nous, on va faire une annonce sur nos réseaux sociaux ou sur notre infolette. Donc, vous le voyez ici, notre site Internet, notre infolette. Allez voir notre page Facebook aussi. On a une communauté Facebook pour nos proches aidants. Ceci dit, excusez-moi.
Donc, vous voyez le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous incite fortement à aller voir leur site Internet. Les projets de recherche, c'est toujours vraiment intéressant. C'est beaucoup centré sur oui, la gérontologie, les personnes âgées, donc inévitablement, ça touche nos proches aidants. Les discussions qu'on a avec eux, avec vous, là, ceux qui nous écoutez, c'est précieux. On est tellement content de vous avoir comme partenaire. Donc, vous le voyez, je vous incite à vous inscrire à leur infolette parce que c'est sûr que eux aussi vont lancer une infolette puis ils vont donner les dates de quand le projet va être sorti. Donc, il va y avoir un lancement officiel qui va se faire et à partir de ce moment-là, la trousse va être sur Internet et disponible gratuitement à tout le monde. Et bien évidemment, ils ont pensé à nous les intervenants du milieu communautaire, milieu de la santé. Il y a même des petites formations, une formation qui existe pour nous aider à bien guider les proches aidants là-dedans. Donc, Blitz, c'est un organisme à Drummondville, je voulais vous le mettre. Dans le fond, il y a un jeu là vous pouvez les contacter puis aller les voir. C'est un organisme communautaire vraiment centré sur la sexualité, mais l'éducation sexuelle, les maladies transmises par le sang, par le sexe, puis ils ont un petit jeu questionnaire là sur la sexualité destiné aux gens de 55 ans et plus. Je vous laisse la chance d'aller voir leur site internet, l'infolette pour le centre d'excellence. Vous le voyez, je l'ai écrit, là, l'approche sensorielle de type Snow-Zealand, parce que je suis pas mal sûre que tout le monde qui m'écoute avait aucune idée de comment que je le prononce réellement. Donc, là, si vous voulez, en attendant que la trousse sorte, aller lire sur cette approche-là, vous avez la belle façon de l'écrire. Participants recherchés, oups, excusez-moi. Donc, il y a le nom dans le clavardage, ou bien évidemment, vous pouvez appeler Madame Guindon, le numéro de poste, et j'ai remis en bas là, l'infolette de la FQSA, bien évidemment. Euh, On a une petite précision, Catherine, de Juliane Chénier qui nous dit que ça peut se faire à distance aussi, de tester la trousse. Donc, bonne nouvelle pour les gens qui sont pas de la Tout à région fait. de Montville. Ils peuvent Oui, oui, aussi oui. tester la trousse. Tout à fait. Moi, je vous incitais plus à aller voir nos infolettes, là, vu que ça va sortir là-dedans, mais la trousse, tout à fait, ça va être gratuit, puis ça va être disponible là, partout. Mais même pour la tester, ça va être possible. Donc, OK. en Et dehors c'est centre du Québec. Donc, c'est partout au parfait. Québec, vous pouvez la tester si vous contactez l'équipe de recherche. On a quelques questions sur le sujet du jour. Donc, on a une personne qui nous partageait, en fait, elle est proche aidante et elle nous partageait qu'en fait, elle est encore dans une relation amoureuse avec sa personne, mais elle a plus l'attirance physique. La relation s'est un peu transformée en relation plus aidant-aidé. Par contre, son conjoint, lui, a encore les mêmes envies qu'avant. Et elle trouve ça difficile à aborder. Elle se demande comment est-ce qu'elle peut aborder ça. Est-ce que C'est tu sûr. aurais des conseils? Oui, et c'est sûr que tu sais, quand je vous parle de la trousse, là, ça se peut que, puis tu sais, quand on parle des deuils blancs puis le débalancement de la relation, faut garder en tête que pour la personne qui a l'Alzheimer, c'est dur de comprendre cette réalité-là. Puis si mon conjoint proche aidant est fatigué, est épuisé, est au bout du rouleau, ça va paraître dans son non-verbal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, là, c'est aussi de prendre le temps, peut-être que la priorité, c'est que le proche aidant se repose. C'est peut-être pas donc là, c'est sûr que des fois, c'est de prendre le temps de se reposer pour rétablir un peu parce que tu sais, si tout notre non-verbal indique que je suis au bout, je suis fatiguée, puis votre proche, lui, c'est dur relativiser, puis souvent les gens ils vont peut-être prendre les choses comme ah ben là, elle m'aime plus, mais pour eux, c'est dur de dire ouais, ben là, vu que elle est devenue beaucoup aidante, c'est sûr que ça change la relation dynamique. Donc, ce que je veux en venir par là, c'est que des fois, faut la priorité va être que vous vous reposez. Parce que, tu sais, vous aurez beau dire, ben oui, je t'aime, oui, oui, je t'aime. Même si c'est vrai, votre non-verbal, la personne va comprendre votre non-verbal. Donc, est-ce que la priorité, c'est que mon prochain aidant ait du répit pour se reposer, pour revenir un petit peu plus chargé d'énergie? Et ça se peut et c'est là quand je vous donnais tous les conseils que j'ai donnés de réfléchir à c'est quoi qui est intime ou partager. Donc, peut-être que mon proche a des besoins de chaleur humaine que je peux peut-être combler par des petits actes d'intimité et ça va peut-être aider après à rebalancer un peu le couple. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est toujours délicat pour moi de répondre parce que, tu sais, la personne, je la connais pas, elle est où dans le processus, le conjoint, il en est où aussi, c'est quoi la compréhension du conjoint. Des fois, les conjoints aussi, si, il y a peut-être des personnes, tu sais, quand je parlais des gens qui développent des comportements hypersexuels, des fois, c'est qu'il faut puis là, des fois, on arrive dans le salon, puis là, bang, la personne, elle se touche, tu sais, bon, mais faut-tu l'occuper de ses mains? La personne, es-tu anxieuse, puis elle a besoin de s'occuper? Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, là, mais ce que je voudrais dire, c'est pour ça que c'est important de
mettre en place d'autres façons de chaleur humaine. Euh, Très simple, un massage de main, danser avec notre proche. Euh, donc, tu sais, ça se peut qu'il y a des gens aussi, justement, comme je disais, c'est vraiment un processus là, de structure relié à la dégénérescence. Des fois, il y en a qui ont vraiment pas de fil. Donc là, comme je dis, est-ce qu'il y aurait d'autres besoins à combler en arrière de ça? Merci, je pense que ça répond bien à la question. Euh, donc, on n'a pas trop d'autres questions du public, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, moi, j'ai une petite question. Quel type de soutien et de ressources les sociétés Alzheimer, elles peuvent offrir aux couples qui vivent avec un trouble neurocognitif? Eh bien, c'est sûr que nous, tu sais, comme moi, je suis conseillère aux proches aidants, donc c'est sûr, chaque société Alzheimer de votre région, vous avez des conseillers proches aidants disponibles pour vous. Donc, tu sais, ce que je dirais la première étape, c'est d'en parler avec nous, parce que, tu sais, je constate que souvent, les proches aidants, vous êtes plus à l'aise d'en parler avec nous, une personne qui est un petit peu extérieure à la situation qu'à vos propres enfants, par exemple. Donc, tu sais, nous, on va faire des rencontres individuelles avec vous, des rencontres de famille, mais gardez en tête qu'on a des groupes de discussion pour proches aidants aussi. Donc, je vous l'ai dit, hein, les conjoints proches aidants, souvent, vous vous sentez très seul là-dedans, mais vous êtes nombreux. C'est juste que tout le monde, des fois, est un petit peu isolé chez soi, là, mais de venir dans nos groupes de discussion pour proches aidants, essayez-le. C'est pas tout le monde qui apprécie ça, mais quand ça fonctionne, ça fait vraiment du bien. Puis là, vous allez rencontrer des gens qui vivent des situations similaires à vous. Il y en a qui ont des trucs qui vont peut-être vous aider. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai beau vous donner tous les beaux conseils du monde entier, mais tu sais, des fois, je pense que ça fait vraiment du bien d'entendre un conseil d'un autre proche aidant qui vit vraiment une réalité similaire à la vôtre. Euh, donc, puis tu sais, j'ai parlé le Blitz là que je vous dis, je vous incite à aller voir aussi, tu sais, parce que c'est un jeu qui va nous aider justement à parler un peu de la sexualité. Il nous pose, c'est un jeu qui nous pose des questions. Donc, et il y aura bien évidemment la trousse d'outils qui va être en place aussi pour vous aider là à créer des moments comme ça. Merci Catherine. Et donc pour les autres régions, il y a aussi des sociétés Alzheimer dans 20 régions du Québec. Vous pouvez trouver votre société sur masociété.ca. On a aussi la ligne 1888 mémoire où est-ce que vous pouvez appeler si vous avez une question parce que c'est pas toujours facile de parler de ces sujets dans les commentaires de Non. Facebook. Donc, si vous préférez, appelez votre société Alzheimer locale ou appelez le 1888 mémoire et vous pouvez aussi avoir des conseils de cette façon. Et donc, il y a pas mal les mêmes services dans plusieurs sociétés de groupes de soutien, consultations sous différentes formes. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur masociété.ca, vous rentrez votre code postal et ça vous donne quelle société Alzheimer est la plus proche de chez vous. Ou, tu sais, j'ai parlé de, excuse-moi, Lorraine, je veux pas peut-être, j'ai parlé, oui, du groupe de discussion pour proches aidants, mais tu sais, si votre conjointe a un trouble neurocognitif au stade léger, puis qui est volontaire pour venir en parler, on a un groupe de discussion aussi pour les gens qui ont un trouble neurocognitif. Donc, ça, c'est sûr que ça peut être bien. Faut être en début de parcours, il faut vouloir parler de la maladie d'Alzheimer, là. Mais, si c'est pas, c'est vraiment bien pour eux aussi, là. Ça leur donne un espace pour pouvoir ventiler là-dessus aussi, là. Donc, on a quelques questions concernant la trousse. Je suis pas sûre si tu auras la réponse, mais on me demande si elle sera en anglais Hmm. ou aussi est-ce qu'il y a des moments où on peut plus utiliser cette trousse où la maladie est trop avancée. Ben, tu sais, il y a c'est sûr que quand mon proche est au stade très avancé, peut-être, mais non, la trousse est faite pour l'adapter en tout temps, jusque tu sais, même jusqu'au stade avancé, là. C'est juste qu'il faudra adapter la communication puis adapter l'activité. Mais c'est vraiment fait pour en tout temps, là, pour tous les stades de la maladie. En anglais, peut-être, Madame Chénier, là, tu sais, je veux pas dire, j'imagine que oui, mais peut-être de répondre dans le chat, Madame Chénier ou Madame Lemelin. Donc, pour Euh, l'instant, elle sera disponible en français, en tout cas, c'est ça qu'on sait, mais c'est ça. on va laisser l'équipe vous répondre en commentaire. Puis, tu sais, On oups, excusez-moi, je veux juste dire que quand il va y avoir le lancement de la trousse, rassurez-vous, ça va tout être vraiment là, réexpliqué aussi, là. Et on a une question très pertinente. Alors, pour les sociétés Alzheimer, est-ce qu'il est requis d'avoir un diagnostic pour avoir de l'aide de votre organisme? Non, non, au contraire, nous, on est là pour vous guider dans le diagnostic. Il y a des gens qui viennent nous consulter, qui ont des doutes sur leur mémoire à eux. Tu sais, il y a des gens, on peut présenter tous les signes précurseurs, mais ça veut peut-être
pour d'autres raisons. Donc, non, 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 nous, on n'a pas besoin d'un diagnostic. Il faut évidemment là, qu'il y ait quand même un lien avec peut-être les problèmes de mémoire ou nos signes précurseurs, mais non. On est là pour vous guider pour aller chercher un diagnostic. Si c'est pas ça, eh bien, tant mieux, mais pas du tout, non. Parfait. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Catherine, et merci beaucoup aussi à l'équipe du Cégep de Drummondville qui Oui, nous a vraiment beaucoup. Merci. de présenter ce bel outil. N'hésitez pas, si vous voulez le tester, à les contacter et on vous tiendra au courant de quand la trousse sera disponible. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à votre couple et les troubles neurocognitifs. Donc, les sociétés Alzheimer, elles sont là pour vous. Merci beaucoup. Et ça fait merci de l'invitation. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.